on le sait, les pistes pour remplacer les cookies tiers qui ont déjà disparu d'une grande partie de l'inventaire web et qui n'existent pas dans de nombreux nouveaux environnements sont nombreuses, qu'il s'agisse de solutions all-in-one comme le bac à sable de Google ou encore d'ID publicitaires partagés comme le UID 2.0 ou le Trust PID, ou encore des data clean room, qu'elles émanent des GAFA ou de l'open web. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'interroge sur les avantages, les inconvénients de ces pistes, sur là où finalement on en est en la matière. Et je vais proposer à Nicolas James, rédacteur en chef de Minty, de me rejoindre sur scène pour explorer ce sujet en compagnie de Benoît Oberlé, vice-président de l'Alliance Digitale et CEO fondateur de Surdata, Paul Leperchet, Head of Data de Publicis Media France, Grégoire Bruni, Head of Agencies de Criteo, Antoine Meunier, DGA en charge du publishing, du marketing et de la communication de Webedia, et côté annonceur, Renan Abgral, qui est directeur de la BU Value Factory de Bouygues Télécom, et Xavier Lançon, Head of Digital Media du groupe Renault. Je vais rester juste pour la parité. Merci Charlotte. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc comme Charlotte l'a dit, on va parler de ce sujet de l'ID publicitaire. C'est vrai que l'ID publicitaire, c'est souvent présenté comme une des alternatives les plus prometteuses aux cookies tiers parce qu'il permettrait un ciblage aussi granulaire. Il permettrait en plus cross-média. C'est vrai que le cookie, on le rappelle pas assez souvent, était cantonné au web. Aujourd'hui, la pub digitale, c'est aussi de la CTV, du mobile, etc. Et là-dessus, l'ID transite dans ces environnements. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, Benoît, vous qui êtes du coup le fondateur de Surdata, qui est un spécialiste de la récolte du consentement et qui est aussi vice-président de l'Alliance Digitale, c'est que ça bouge pas mal sur le front de l'ID publicitaire. Vous me disiez que le marché était en pleine mutation là-dessus. Merci, bonjour à tous. Alors en pleine mutation, oui et non, c'est-à-dire que la mutation n'est pas encore opérée, mais effectivement, il y a aujourd'hui un fort intérêt sur le sujet. Fort intérêt parce que, d'une part, le nombre d'acteurs qui proposent ce type de solution a bien évolué à la hausse, et c'est tant mieux. Le nombre d'acteurs qui proposent des outils open source interopérables, par exemple des modules pré-bid, a explosé, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et au niveau de l'IAB Tech Lab aux États-Unis, on aboutit aujourd'hui, c'est le volet RIARC, dont vous aviez probablement entendu parler à l'époque, à l'aboutissement de normes, et notamment UID 2.0, et c'est l'un des Defined Audience. Donc effectivement, il y a aujourd'hui tout un pan de marché, la tech, qui a évolué, qui a innové, qui a sorti des solutions, et maintenant il convient de les tester pour aboutir à cette mutation. Il convient de les tester, de les activer pour que ça puisse fonctionner. Et Paul, c'est d'autant plus important de les tester que, rappelons-le, en réalité, le cookie tiers, il a déjà disparu. C'est vrai qu'on parle souvent de cette échéance 2024. Sur les environnements comme Safari et Firefox, on n'a déjà plus de cookie tiers. Oui, bonjour à tous. Oui, en effet, comme disait Isabelle, le sujet, il impacte principalement les acteurs de l'open web. C'est déjà une réalité sur une large partie de l'inventaire. Sur Safari et Firefox, aujourd'hui, les identifiants cookies third party ne sont pas disponibles. Donc, on est contraint sur les sujets. On est sur quel ratio, pardon, je vous coupe, mais grosso modo, sur la plupart des campagnes Au moins 40%, c'est la réalité de la consommation du web, donc c'est absolument colossal. Ça a un impact sur les sujets de ciblage, sur les sujets de gestion de la répétition, sur les sujets de mesure de la performance. Donc aujourd'hui, on est sur une réalité du présent, en fait. Néanmoins, il y a des opportunités multiples autour de ça. D'une part, il y a beaucoup de boîtes françaises qui sont actives sur le sujet. Une licorne française, on a la chance d'en avoir une. Les éditeurs français qui se mobilisent pour offrir des solutions pérennes et utilisables et pour répondre aux différents cas d'usage. Et enfin, les acteurs américains qui sont aussi très présents en France, qui mettent à disposition des solutions qui sont d'ores et déjà utilisables, comme disait Benoît. Avant de poursuivre, pardon Paul, peut-être un petit point sémantique parce que c'est vrai qu'il y a un peu de tout dans la notion d'ID publicitaire. La dernière fois que j'avais regardé dans Prebid, il y en avait une vingtaine qui transitaient finalement dans les bid requests. Aujourd'hui, on a des ID déterministes versus probabilistes, on a les ID partagés versus propriétaires. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu nous expliquer les typologies d'ID, qu'on comprenne aussi un peu de quoi on parle?
Alors, il y en a même plus que 20 en fait dans le module, donc au final c'est vrai que ça fait une offre un peu éclatée. Néanmoins, on en reparlera. Des identifiants qui sont réellement utilisables aujourd'hui, c'est beaucoup plus limité en termes de nombre, hein. On parle de 5 à 10, hein. Et après ça, il faut les qualifier en fonction de deux types de critères. Le premier, c'est la manière dont ils sont construits, soit de manière probabiliste, soit de manière déterministe. Donc par probabiliste, on intègre une notion finalement de statistique pour reconstituer une identité digitale, du coup finalement une certaine marge d'erreur. Deuxième aspect, sur les identifiants déterministes, ils sont construits généralement sur des clés personnelles, donc généralement un identifiant CRM, ce qui peut poser d'ailleurs quelques questions, hein. C'est qu'on est sur une clé qui est beaucoup plus identifiante que ce qu'était un cookie tiers. Et l'autre aspect, c'est le reach, hein, finalement le volume d'identifiants auquel on peut avoir accès. Aujourd'hui, sur les identifiants déterministes, globalement, on est sur des volumes qui sont un peu plus limités. Beaucoup plus limité même, on peut le dire. Beaucoup plus limité, même si en croissance, hein, et ça, les éditeurs là-dessus ont un rôle à jouer et participent activement au sujet. Et sur les identifiants probabilistes, en revanche, on est sur des volumes plus conséquents, avec une qualité peut-être un peu plus limitée, néanmoins une réponse plus adéquate au sujet là, de couverture sur cible. L'autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est le sujet des identifiants dits first party, qui sont limités finalement à un domaine éditeur, et les identifiants partagés, dits universels, qui sont par définition cross-domaine. En tant qu'agence, on est évidemment plus intéressé par les sujets cross-domaine, parce que quand on opère des plans, on a, pour facilité d'exécution, facilité d'opération, et pour répondre aux objectifs de couverture de nos annonceurs, on a besoin d'avoir des identifiants qui couvrent un volume d'éditeurs suffisant pour délivrer un volume de couverture efficace et utile. Grégoire, Paul l'a expliqué, Criteo est un des gros acteurs sur ce sujet de l'ID. Vous êtes aussi un exemple symbolique de cette transition réussie du cookie tiers vers l'ID, parce que c'est vrai que Criteo, quand même, historiquement, c'était beaucoup de cookie tiers. Vous en êtes où aujourd'hui de votre dépendance, qui n'est plus une dépendance au cookie tiers? Vous êtes complètement sevré là-dessus, c'est bon? Ouais, c'est vrai, je sais pas si c'est le mot, mais ouais, la transition a opéré il y a pas mal de temps. On n'a pas attendu effectivement l'annonce de Google pour initier ce chantier de la transition. Aujourd'hui, Criteo, c'est un reach de 2,5 milliards de personnes dans le monde, et c'est à peu près 92% de cette adressabilité qui est convertie sur de la first part et donc de l'ID. Donc ça vous donne quand même une idée de l'échelle, de l'ampleur de l'échelle. Donc c'est un chantier qui a été amorcé il y a à peu près 4 ans. Aujourd'hui, on estime que 92% de notre graphe, on l'appelle du coup un ID graph, et 100% first party, repose 100% sur de la first party. C'est quoi les actions structurantes pour opérer cette transition qu'il a fallu entreprendre? En fait, le truc qu'il faut voir, c'est que Criteo est au centre du commerce média, a des partenariats avec un grand nombre d'acteurs du retail. Et donc, du coup, on capitalise effectivement sur les logins, sur ces différents univers-là. On travaille évidemment avec les publishers aussi pour faire cette réunification sur la base d'une clé de réconciliation qui est généralement le mail ou le téléphone, voire les deux. Et donc, du coup, le premier chantier, ça a été de dire, on va devoir récolter effectivement ces logins pour les transformer en ID, afin de mettre en place une adressabilité qui est efficace aujourd'hui et qui le sera encore demain. Donc c'est un chantier autour duquel on est, en tout cas au sein de Criteo, avec nos partenaires tous d'accord pour le mettre en place. Et ça a été le premier chantier. Je pense que c'est un des sujets aujourd'hui, c'est d'être tous d'accord derrière le fait qu'il va falloir une mise en commun de notre donnée pour la transiter vers de la first part. C'est ce qu'on a fait chez Criteo, ce qu'on continue à faire. Et c'est à hauteur aujourd'hui de 92% de notre ID graph, quoi. On a évoqué qu'il y avait donc de nouveaux ID qui apparaissaient. Il y en a deux d'entre eux dont on a pas mal parlé ces derniers jours, c'est First ID et Trust PID. Antoine, donc vous chez Webedia, vous avez testé First ID. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez voulu déployer cet identifiant et si vous avez éventuellement des résultats à nous communiquer là-dessus, parce que c'est vrai que pour l'instant, sur la communication, on est plus sur la phase d'intégration chez les éditeurs et on n'a pas vraiment eu de retour d'expérience pour l'instant. Bonjour à tous. Alors d'abord, je vais rebondir sur la proportion de trafic qui ne bénéficie plus effectivement de cookies tiers. C'est d'ores et déjà 35 à 40% chez un éditeur comme Webedia. Alors quand on est un éditeur pure player qui édite des sites de divertissement gratuits pour lesquels on cherche à avoir toujours plus d'audience, le moins de barrières à l'entrée,
on a effectivement une donnée loguée et des initiatives pour loguer les gens qui n'ont pas été notre priorité jusqu'à présent. Donc, on a adressé ces changements de marché de 3 façons. D'abord, le retour du contexte, évidemment, on en a un petit peu parlé. Ça ne suffit pas, mais on est parmi les mieux placés pour expliquer que, effectivement, quand on nous parle aujourd'hui de plus en plus de la valeur de l'attention, l'adéquation entre le contexte et la performance des contenus publicitaires, c'est favorisé bien sûr par des dynamiques d'attention fortes dans ces contextes. Le deuxième aspect qu'on aborde, c'est essayer de loguer effectivement les gens et donc de trouver une vraie valeur au log pour nos audiences. Ce qui n'est pas évident quand on est sur un modèle gratuit. Ce qui effectivement n'est pas évident et c'est la raison pour laquelle on a un peu de retard par rapport à d'autres acteurs qui ne sont pas basés sur un modèle gratuit, en tout cas qui ont une autre valeur à proposer, qu'elle soit payante, qu'elle soit dans la typologie de contenu qui vont être proposés, mais on y travaille, je pourrais y revenir. Et puis le troisième aspect, c'est l'aspect technologique. Alors l'aspect technologique, ça passe effectivement par les ID. Nous, on n'a aucune philosophie, je dirais, sur les ID. On teste tout, on travaille avec, je pense, la quasi-totalité des acteurs, en tout cas des acteurs principaux. Effectivement, on a un acteur qui vient d'émerger qui s'appelle First ID et qui essaye je dirais, d'allier le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois de la donnée déterministe, et puis qui, en même temps, puisse être utilisé en cross-domaine par le côté buy-side. Voilà, donc, ouais. Donc, juste peut-être pour préciser, j'avoue j'ai zappé, mais aux gens qui ne connaissent pas, c'est que First ID, du coup, c'est un ID qui s'appuie sur un cookie first party et qui est cross-domaine, ce qui a priori peut paraître antinomique, mais ils y arrivent en fait, et c'est ça aussi le secret, la secret sauce de cet ID. Alors, il n'y a pas de partage entre les éditeurs. La donnée reste silotée au niveau des éditeurs et des régies. Simplement, voilà, c'est basé, sans rentrer dans les complexités techniques, sur des redirects, donc des appels. En fait, les visiteurs qui arrivent sur nos sites, il y a un certain nombre d'appels qui sont faits sur les serveurs de First ID. Qui sont $1 pour le visiteur. Qui sont complètement $1, alors qui nécessitent quand même le consentement, je le précise, c'est fait sous consentement, et qui vont générer l'équivalent d'un cookie first party avec un ID qui est détectable du côté buy-side de façon unique. Donc ça permet de recréer la navigation d'internautes, ce qu'on appelle en cross-network, c'est-à-dire entre des groupes éditeurs concurrents, différents, et d'optimiser la scénarisation des campagnes publicitaires, le targeting. Et puis nous, en tant que régie, ça permet aussi de mettre à disposition de nos partenaires agences ou annonceurs des pools, des clusters, des segments basés sur ce First ID qui, de la même manière que ce qu'on pouvait faire auparavant avec des cookies tiers, vont être basés aussi sur des types de consommation, du contexte, des devices, etc. Et alors ce First ID, vous l'avez déployé sur l'ensemble de vos sites, sur quelques sites? On en est où? Aujourd'hui, on l'a déployé sur une dizaine de sites. Alors c'est vrai que le premier retour d'expérience qu'on a, c'est le temps de déploiement. On a commencé à discuter avec First ID l'été dernier et finalement, vous savez ce que c'est, le temps de discuter avec les équipes techniques, les CTO, etc., les problématiques de nos produits, finalement, on s'y est mis vraiment il y a 2 mois. C'est un sujet qui revient régulièrement là-dessus, c'est que c'est hyper chronophage parce qu'il faut que l'ID transite par tous les acteurs de la chaîne de valeur. C'est pour ça que ça prend énormément de temps, sans même compter l'aspect légal dont on parlera après avec Xavier. Oui, absolument. Alors, énormément de temps, n'empêche que finalement, entre les débuts des travaux et le fait qu'on soit plug and play, désormais, on a mis à peu près 2 mois pour une dizaine de sites, en déployant sur des plus petits sites d'abord, en éprouvant le modèle et l'implémentation, et puis en étant maintenant disponible sur nos plus gros sites, notamment Allociné ou Pure People ou jeuxvideo.com, qui sont prêts pour une exploitation du First ID. Donc, je dirais que déploiement facile. Deuxièmement, ça vient enrichir le graphe de notre DMP quand même. Donc, on utilise cet ID pas de façon unique et unitaire, mais ça vient enrichir le pool de signaux, le pool d'informations qui nourrissent déjà notre DMP. Et le deuxième step, je dirais, de ce bilan, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de demande, puisque First ID est en train d'être déployé avec un certain nombre de partenaires du côté buy-side, et qu'on est très en attente désormais de l'arrivée de la demande, parce que ceux qui vont pouvoir vraiment se faire une idée de la performance in fine de cet ID, ce sont les agences et les annonceurs. Pour l'instant, c'était juste voir si l'identifiant il circulait bien, et maintenant, vous êtes en attente de ce que l'intégration se fasse côté DSP. Absolument. Et est-ce que vous avez un pourcentage de trafic qui est reconnu par First ID d'ores et déjà?
Alors aujourd'hui, je dirais c'est la c'est la totalité, puisqu'aujourd'hui, à partir du moment où vous Dès lors qu'il y a le consentez, consentement, c'est bon. Ouais. voilà, à partir du moment où vous consentez, nous, il se trouve qu'on a, comme vous le savez peut-être, un cookie wall qui nous permet d'avoir quasiment 100% de consentement. Donc on a la totalité de notre trafic qui aujourd'hui a un ID First ID. Maintenant, la question, c'est encore une fois de procéder à des campagnes dans le monde réel, voilà, d'activer vraiment des campagnes côté buy-side pour pouvoir retrouver ce First ID en cross-network. Vous avez bon espoir que ça arrive prochainement Oui, les connexions et les discussions sont très actives en ce moment. Donc ça devrait arriver très très vite. En tout cas, on encourage tout le marché, les agences et trading desk et les annonceurs à procéder à ces tests le plus rapidement possible. On y croit beaucoup. Et aujourd'hui, voilà, pour ne pas les citer, mais d'autres groupes, Prisma, Unify, font partie de l'expérience, et même d'autres qui ont rejoint, Marie-Claire. Donc on a plus de 80% de couverture. Il ne devrait pas être trop compliqué d'atteindre des reach importants. La demand. L'autre ID dont on a beaucoup parlé, c'est le Trust PID, qui est donc un ID issu d'une joint venture entre 4 telcos, Orange, Vodafone, Telefonica, et j'ai plus le quatrième malheureusement. Une question pour vous, Xavier, peut-être. Cet ID qui du coup vient d'être validé par la Commission européenne, il a l'air quand même assez prometteur sur le papier. On est sur un ID qui n'est pas tributaire du bon vouloir des navigateurs, vu qu'on est sur une couche un peu en amont. On est sur une donnée plutôt granulaire, avec un footprint assez fort, celui des telcos. Vous, en tant qu'annonceur, est-ce que vous pensez que c'est une bonne alternative à ce qui se fait aujourd'hui sur le terrain? Est-ce que vous avez pu tester jusque-là? Oui, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bien sûr, on le regarde avec attention. Tu as cité dans ta question certains éléments qui sont importants pour nous. Le premier, c'est que c'est une initiative qui est portée par des telcos, et pas des moindres. On se disait Vodafone, Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, a priori, sur les 4 co-actionnaires du projet. On le sait, les telcos ont une position dans notre écosystème tout à fait particulière. Donc, pour servir leur projet, ça leur donne un avantage certain par rapport à d'autres projets. Ça, c'est un premier pas. D'autre part, je pense que c'est aussi une initiative qui est européenne. Et pour le groupe Renault et pour les problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui, notamment les problématiques de reach, ça compte. Et puis, il y a un autre élément qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'au-delà d'apporter une solution d'ID pour l'exécution de campagnes, notamment programmatiques, c'est un projet qui apporte des cas d'application marketing plus larges sur de la mesure, sur de l'enrichissement, qui nous intéressent tout autant. Cas marketing plus large que ce qui est proposé par les ID actuels, qui sont que sur le volet publicitaire? Entre autres, la partie mesure, on y reviendra certainement tout à l'heure, mais nous, on est dans ce grand enjeu d'essayer de réinventer notre marketing dans ce monde cookie-less. Il y a 2 pans, je pense, qui sont importants d'adresser. Le pan d'activation, et puis il y a le pan de toutes les finalités qui touchent à la mesure. Et là, les enjeux sont les mêmes, les contraintes sont les mêmes, si ce n'est encore plus fortes. Et voilà, un projet comme Trust PID apporte des solutions sur la partie mesure notamment. On parlait notamment, sans dévoiler trop le détail du projet, des possibilités de mesure et de lutte de la fraude, notamment liées aux bots. Et ça, c'est bien sûr, c'est des USP intéressantes pour le projet. Renan, vous êtes le président de la F2M et vous êtes également le représentant, le patron de la Value Factory chez Bouygues Telecom. Bouygues Telecom qui est pressenti pour rejoindre cette initiative, non pas la joint venture, mais en tout cas l'alimenter en France. On ne peut pas trop en parler pour le moment, mais peut-être ce qu'on peut dire, c'est ce que peuvent proposer aujourd'hui les telcos sur ce sujet de l'identification. Quelles sont vos forces sur ce terrain-là? Ouais, bonjour à tous. Donc, Renan Abgral, j'interviens en tant que Bouygues Telecom, pas en tant qu'annonceur, mais plutôt sur la partie technologique. Donc, en effet, Bouygues Telecom ne fait pas partie de ce consortium Trust PID, et pour des raisons d'agenda, même si on travaille de façon très très proche avec le consortium pour pouvoir faire partie des prochaines étapes, notamment des étapes de MVP en France. Là, je vais plutôt vous donner des éclaircissements sur en fait, c'est quoi un identifiant telco, comment on utilise un identifiant telco, et c'est quoi les forces et responsabilités de l'utilisation d'un identifiant telco sur un marché publicitaire. Alors d'abord, c'est quoi le rôle des opérateurs à un pressenti sur ce marché-là? J'ai tendance à dire que c'est un rôle
pivot entre une approche B2B et B2C. Hein. On doit avoir vraiment une conscience des deux piliers complémentaires. B2B, l'idée des opérateurs et la valeur de ce type d'approche, c'est d'arriver à apporter la puissance d'un standard, d'une technologie standard qui, si elle est standard, fonctionnerait sur l'ensemble des réseaux des opérateurs, donc une puissance de reach. Et puis d'un point de vue B2C, une forte responsabilité quelque part vis-à-vis de nos clients finaux sur le fait de reconstruire une solution plus transparente qui leur donne quelque part une meilleure maîtrise et donc un niveau de confiance plus élevé sur un sujet sur lequel on a interrogé nos clients. Et le niveau de confiance sur toutes les solutions qui permettent le ciblage publicitaire s'est dégradé ces dernières années. Et donc, on a vraiment un sujet à prendre en compte dans ce cadre-là. Sachant que la personnalisation publicitaire n'est pas un sujet en soi problématique pour les clients. C'est vraiment la compréhension et le sentiment de perte de maîtrise sur l'utilisation de leurs données. Par rapport à ce sujet de respect aussi, évidemment, de la privacy, comment est-ce que du coup les telcos procèdent pour justement être capables de proposer un identifiant satisfaisant pour le marché, mais qui en même temps respecte du coup ce besoin de la vie privée de l'utilisateur? Il y a des garde-fous. Est-ce que vous peut-être un peu expliquer la démarche? Oui. Donc l'idée, c'est réellement de faire ce qu'on sait faire en tant qu'opérateur, c'est à la fois de travailler sur une solution puissante. Donc l'idée d'un identifiant telco, l'idée, c'est d'apporter un reach important. On se base sur un identifiant qui est associé à un contrat qu'un client a auprès de son opérateur est basé sur un principe d'authentification, authentification implicite. C'est-à-dire que le client n'a pas à se loguer au départ. Donc c'est extrêmement puissant. De plus, le fait qu'on identifie le porteur d'un contrat chez un opérateur rend la solution quelque part indépendante du choix technologique, du choix de mobile, du choix de navigateur. On est vraiment sur des couches d'infrastructure. Donc ça, il faut bien prendre conscience que c'est une solution sur la base extrêmement puissante en termes de reach. Elle a le reach du nombre d'opérateurs, des parcs additionnés des opérateurs qui rejoindront les initiatives. Sur la partie client final, on a fait un certain nombre de qualis. C'est un sujet qu'on avait commencé à travailler dans le cadre de la télé segmentée. Et en effet, le rôle des opérateurs, c'est de rapporter, une dimension de sécurité plus forte, plus de transparence vis-à-vis du client et leur donner quelque part une meilleure maîtrise sur leur capacité à maîtriser tout au long de leur vie d'internaute, en fait, leur vie numérique, quelque part une reprise en main de leur vie numérique. C'est le sujet qui est remonté très très fort dans le cadre des qualis. Je donne mes consentements sur de multiples sites. J'ai la conviction qu'ils ne seront pas respectés et j'ai une perte de maîtrise très très forte. C'est intéressant ce que vous dites parce que de ma compréhension, ce qui achoppe aujourd'hui dans le déploiement du Trust PID, c'est justement les modalités de récolte du consentement. Quand on partirait plutôt sur une deuxième fenêtre pop-up récolte du consentement en plus de l'existante, parce qu'on parle d'un côté de cookie tiers, de l'autre côté d'un ID propre, finalement, ce serait un peu contre-intuitif par rapport à cette notion de combattre la fatigue du consentement. Vous, sur ce sujet-là, est-ce que la porte de sortie, comme on en a discuté, ne serait pas plutôt d'essayer de répliquer un peu le modèle de la télé segmentée avec un opt-in qui se fait une bonne fois pour toutes, avec évidemment consentement libre, éclairé, etc., dans le respect du RGPD, mais qui éviterait cette fatigue du consentement? Parce que si ça rajoute une couche, déjà ça va rajouter une friction et je pense que les éditeurs n'en veulent pas plus que l'internaute, quoi. Donc ce serait pas... Alors, c'est une solution qui est en phase de construction, d'évolution. Bien évidemment, quelque part, on a tendance à dire que le premier sujet d'ID Telco qu'on a vu sur le marché, c'est celui qui a été mis en place dans le cadre de la télé segmentée. Pour mettre en place la télé segmentée, cette solution, les opérateurs ont dû mettre à disposition du marché un identifiant Telco. Et pour ce faire, bien évidemment, il y a le sujet du consentement éclairé. Et donc, il est récolté par les opérateurs au démarrage de la box, une fois pour toutes. Et ensuite, ça permet ensuite aux clients de pouvoir retrouver et paramétrer ses choix directement dans le menu de sa box. Donc là, on a un schéma qu'on considère complètement vertueux. Donc il y a des évolutions à faire. Je trouve, en tout cas, côté Bouygues Telecom, on considère que c'est l'approche à terme vers laquelle on devrait pouvoir évoluer. Une autre remarque qui m'est beaucoup faite par les experts avec qui je parle de cet ID, c'est que c'est presque trop beau pour être vrai. Il y en a beaucoup qui se disent ça a forcément capoté à un moment parce qu'en fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi les telcos prendraient autant de risques pour un business qui restera finalement anecdotique par rapport à leur core business. C'est un risque en termes d'image. Et il y en a un qui me donnait cet exemple hier, je trouvais assez marrant. Imagine demain, Free fait une pub en télé pour dire
nous, on ne participe pas à cet ID qui est... il y a beaucoup de raccourcis sur ce sujet de la privacy, donc ils pourraient facilement l'utiliser en com et potentiellement garder des parts de marché. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux gens qui s'inquiètent de ce que les telcos vont pas y aller in fine parce que c'est un sujet un peu explosif. On le voit dans les coms d'Apple aujourd'hui qui pointent vachement du doigt le marché. Et on voit que ça marche aussi chez le consommateur. Il y a une campagne UFC Que Choisir, je ne suis pas une data, avec une petite fille qui est hyper anxiogène. Et c'est vrai qu'il y a un gros enjeu de pédagogie auprès du consommateur. Ouais. Alors, comme je le disais au préambule, hein, c'est un identifiant extrêmement puissant. Donc, ça apporte un certain nombre de responsabilités vis-à-vis de l'utilisation de cet identifiant. Je trouve que finalement, le fait que les opérateurs, si l'identifiant est mal mis à disposition du marché, ont beaucoup à perdre et va plutôt en faveur de cette solution aujourd'hui. Hein. L'idée, c'est de ne pas considérer que les opérateurs, n'ayez pas en tête que les opérateurs vont travailler sur ce type de solution uniquement pour générer de la valeur incrémentale. Hein. Le sujet sera de mettre à disposition une solution pérenne, quelque part un nouveau rôle que les opérateurs prendraient sur le marché, un rôle innovant, de pivot central sur le marché vis-à-vis de leurs clients, qui doit en contrepartie apporter, ce que d'ailleurs le régulateur sera extrêmement vigilant à ça, un service à valeur ajoutée pour le client final. Donc, et derrière ce service à valeur ajoutée, il y a quoi? Il y a une maîtrise renforcée du partage de cet identifiant. Tout au long des process de test, les opérateurs vont faire des qualis, vont récolter le retour des clients finaux. C'est uniquement si le retour est positif, bien évidemment, que le passage à l'échelle se fera. Donc il y a un sujet de com là-dessus, en mode reprenez la main, justement, grâce à cet identifiant qui vous permet une bonne fois pour toutes de dire si oui ou non vous voulez recevoir la pub ciblée, en gros. Oui, il y a une promesse client à avoir, hein, et j'ai souvent tendance à dire, c'est l'idée de reprendre en main sa vie numérique, en fait, hein, proposer aux clients de reprendre en main la maîtrise de leur vie numérique, tout en ayant toujours accès à ces contenus personnalisés, hein, pour lesquels ils sont souvent en faveur. Hein, donc voilà. Paul, l'arrivée de ces nouveaux ID, donc First ID, Trust ID, c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est vrai que les initiatives existantes, pour l'instant, elles toussent un peu. On est à 30% de part de voix pour les raisons que vous avez évoquées, avec des résultats et un apport incrémental qui est assez discutable. Où est-ce qu'aujourd'hui ça achoppe dans les phases de test des identifiants existants? Alors ça chope pour deux principales raisons. La première, c'est la notion de consentement, justement. Renan en parlait. Aujourd'hui, il y a une fatigue de consentement généralisée. Les éditeurs forcent au consentement pour tout simplement valoriser leur inventaire de manière tout à fait naturelle. Par ailleurs, il y a pas mal de questionnements sur le futur du consentement. Hein, dans le cadre d'un identifiant comme TrustPID, comme tu l'évoquais, s'il y a un pop-up qui s'ouvre en plus de la CMP, bon, sachant que sur la Privacy Sandbox, il est aussi question qu'il y ait un consentement additionnel au travers du navigateur directement. Donc finalement, qui va héberger le consentement? Est-ce que ça va être le navigateur? Est-ce que ça va être l'éditeur? Bon, ça soulève un certain nombre de questions sur lesquelles le régulateur va avoir un rôle à jouer. Et le deuxième aspect, le plus important aujourd'hui, le plus bloquant, sur les identifiants qui sont d'ores et déjà disponibles, qui transitent au travers des CMP sous réserve du consentement à nouveau, c'est l'appropriation côté DSP. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de DSP qui se sont appropriés ce sujet des identifiants alternatifs. Autant les éditeurs jouent le jeu, tu le disais, les SSP, par définition, le jouent aussi. Les annonceurs sont prêts à y aller et à envoyer de la demande, du budget. Mais en revanche, restituer l'identifiant côté DSP, aujourd'hui, ce n'est pas une réalité. Ou c'est une réalité sur des DSP de faible envergure. En dehors de l'initiative UID 2.0 de Trade Desk, qui est une initiative finalement siloisée à ce stade. Hein. Donc il y a un vrai sujet d'interopérabilité au travers de la chaîne de valeur programmatique et en particulier sur le côté DSP. Côté DSP, ça bloque, de ce que j'ai compris, parce que d'un point de vue architecture, ça impose de tout repenser, l'infra de bidding. Si on prend Xander, j'avais regardé, au dernier check, ils avaient intégré que 3 ID, le RAMP ID, le Net ID et UID2 du coup aux US. Et effectivement, j'en parlais avec quelqu'un de chez eux qui me disait c'est un travail très lourd. Donc clairement, on peut se dire aussi qu'on parlait de 5 à 10 ID leaders. Ils vont peut-être faire les devs pour 5-10 grand max, mais il n'y aura pas la place pour tout le monde, quoi. Il n'y aura certainement pas la place pour tout le monde. Néanmoins, là-dessus, la position des DSP, là, je pense que collectivement, on a un rôle à jouer pour la faire évoluer, justement. Hein. Aujourd'hui, ce ne sont que des boîtes américaines, pour l'essentiel.
On le disait, hein, c'est 40% de l'inventaire qui est touché, hein, sans parler de ce qui va se passer demain. Donc, en fait, c'est une nécessité, hein. Donc, le sujet du développement technique, mettre ça en haut, en bas de la pile, en fait, il ne devrait pas y avoir de débat là-dessus, quoi. Ouais. Et la bonne nouvelle, c'est que le leader du marché, qui est quand même Google, DV360, qui capte 50-60% des investissements, on va dire, en France, il bouge un peu parce qu'initialement, il nous avait fait peur en mode les ID publicitaires, notamment partagés, c'est niet. Il y a un petit peu de mou là-dessus. Voilà, alors je suis pas Google, hein, mais néanmoins, De ce que vous observez, vous. voilà, c'est notre interprétation. Ce qui est vrai, c'est que la posture initiale, elle était très fermée, hein, de la part de Google, Google Ads, hein, sur le sujet d'identifiant alternatif, qui était de dire je ne ferai pas transiter un identifiant alternatif au travers de ma DSP DB360, qui est la DSP leader du marché en France. Néanmoins, cette position, en effet, elle évolue côté supply, avec la possibilité de faire transiter les identifiants alternatifs au travers de ce qu'on appelle le PPID, donc qui finalement est une enveloppe pour faire transiter les identifiants côté Google Ad Manager. côté supply, voilà, dans Google Ads, et de façon à pouvoir les activer via DB360. Alors uniquement domaine à domaine, du coup, hein. On ne peut pas faire du cross-domaine à ce stade. Mais bon, c'est un premier pas qui est intéressant. Il y a par ailleurs un deuxième sujet très important qui est la position du régulateur concernant la bonne concurrence sur le marché publicitaire. Et ça, c'est un sujet d'actualité très forte sur lequel Google va devoir évoluer significativement. C'est plus que probable du fait, comme on le sait, hein, la CMA aujourd'hui, donc l'autorité de régulation britannique, validera ou non la Privacy Sandbox en fonction du respect de la privacy et du respect des règles de concurrence. Donc sur le sujet des règles de concurrence, il y a un vrai sujet sur la mise à disposition et l'accessibilité aux identifiants alternatifs au sein de Google. Tous ces sujets de potentielles pratiques anticoncurrentielles, vous avez évoqué le Royaume-Uni, il y a aussi les États-Unis avec le ministère de la Justice qui s'est attaqué récemment à Google, peuvent avoir des incidences, enfin peuvent contraindre en fait Google à faire bouger sa position pour pas être accusé de freiner certaines initiatives collégiales en gros. Alors, on attend les C'est décisions votre de analyse. justice, mais oui, on peut, et même je dirais qu'on peut l'espérer et qu'on doit l'espérer en fait, hein. C'est aujourd'hui ces identifiants alternatifs-là, c'est la seule solution accessible et viable dans un environnement navigateur sans cookies, quoi. Bon, donc c'est un enjeu à la fois pour les éditeurs, pour les annonceurs et finalement pour la pluralité de l'offre média en France, hein, et plus largement en Europe et dans le reste du monde. Une question pour vous, Grégoire. Criteo, c'est un ID first party qui a effectivement un reach impressionnant. Est-ce que le but aussi d'une société comme Criteo, c'est de participer à des initiatives collégiales? On parle beaucoup du Unified ID aux États-Unis qui s'appelle EU ID en Europe. D'ailleurs, Criteo participe au projet via sa solution d'authentification des internautes. Est-ce que vous pourriez aller plus loin en rendant votre ID soluble dans cette infrastructure pour justement la renforcer? C'est une volonté de Criteo, effectivement. Quand on participe à. L'idée, c'est d'être un peu pivot aussi sur le marché français. On en parlait, on a la licorne française, mais on essaie d'avoir cette position pivot pour discuter avec effectivement différents partenaires pour rendre opérable un ID collégial. Donc effectivement, la première initiative, c'est UID2, où du coup, c'est sur la partie log qu'on intervient. On intervient aussi de façon très active dans les discussions de la Privacy Sandbox. Donc l'idée, c'est de trouver effectivement une façon de trouver une interopérabilité en fait, pour que on n'ait pas juste une exécution en silo chez Criteo. Ça nous va très bien évidemment, mais on est convaincu, et c'est ce dont on est tous convaincus aujourd'hui, que c'est la mise en commun de notre savoir-faire technique qui va permettre justement de tous pouvoir opérer en fait derrière cette ID first. Donc oui, la réponse elle est très simple, c'est qu'on a différentes initiatives, on parle du ID2, mais c'est surtout qu'on essaye d'envisager ce que va être l'avenir de façon collégiale, notamment avec des discussions très actives avec Google chez Chrome. Il y a une autre piste aussi qui est celle des clean rooms. Les clean rooms, c'est un environnement dont on parle beaucoup parce qu'il est sécurisé, il permet à chacun de donner accès à des données qu'il ne rendait pas disponibles jusque-là. C'est beaucoup utilisé par les GAFA. C'est aussi utilisé par Criteo. Je crois comprendre qu'il y a des discussions justement pour rendre votre ID aussi accessible via des clean rooms opérés par LiveRamp. Oui, tout à fait. C'est un sujet qu'on regarde de façon très précise. On a différentes initiatives en France, au Japon, aux US.
En fait, on pense que la DCR, c'est une façon simple, efficace de créer de la valeur pour mettre évidemment à disposition notre ID, mais c'est aussi de pouvoir le mettre en commun avec différentes sources de données qui vont créer de la valeur à la fois pour les annonceurs, mais aussi pour les agences, en termes de mesures, mais aussi de targeting et d'adressabilité. Ce qu'il faut comprendre aussi chez Criteo, c'est qu'on opère de la donnée dont on n'est pas propriétaire, hein, tout simplement. Donc, il y a aussi une question de où est hébergée la donnée, où est-ce qu'elle va. La DCR, c'est évidemment une solution qui est complètement viable et qui est complètement neutre, puisque elle se trouve au centre en fait, de cet échange entre annonceurs, agences, et ici Criteo. Donc on pense que oui, il y a beaucoup à creuser derrière la DCR. C'est pour ça qu'on y va. Et nos partenaires auprès desquels on recueille effectivement la donnée sont forcément dans un premier temps frileux quand on parle de partage, hein, évidemment. Mais la DCR est un sujet qui rassure quand il est compris, parce qu'encore faut-il le comprendre et savoir l'opérer, c'est autre chose. Mais quand il est compris, effectivement, il y a beaucoup d'annonceurs qui souhaitent exploiter la capacité de mettre en commun une data au sein d'une DCR. Et ça crée de l'engouement. Donc oui, c'est quelque chose qu'on regarde de façon Les très clean rooms, c'est des environnements que vous testez, Xavier, chez Renault. Enfin, ça vous semble prometteur pour justement faire transiter ce genre d'infos ou d'ID? Oui, absolument. On a fait des tests, on le regarde avec attention. Après, pour ce qui est du groupe Renault, c'est encore exploratoire à ce stade. On n'a pas encore réellement intégré les logiques de partage de données, notamment avec des acteurs qui pourraient être complémentaires à un constructeur automobile. Mais assurément, dans cette... Ça peut être aussi chronophage. Le sujet, c'est que autant avec les GAFA, c'est fait une fois et ça peut le faire at scale, autant si derrière, il faut faire une clean room avec chaque retailer, chaque acteur de la télé, on revient à ce sujet du scale et qui est pour vous un des gros freins en fait, de devoir faire des initiatives au niveau local, quoi. Ouais, exactement. En fait, c'est aujourd'hui une des limites que nous, on voit en tant qu'annonceur. En fait, on parlait tout à l'heure des contraintes que peuvent avoir les acteurs technologiques type DSP à intégrer de nouvelles solutions d'ID. Nous, en tant qu'annonceurs, et en particulier pour le groupe Renault, on a cette volonté de pouvoir soutenir ces initiatives, de tester, notamment parce qu'il n'y a pas une seule solution, mais multiples solutions. Mais notre contrainte aujourd'hui, si on est très pragmatique, elle touche aussi au fait que chaque solution qu'on doit tester, surtout si elle implique un partage de données côté annonceur, ça nécessite d'abord de rentrer dans des discussions juridiques, data privacy, qui sont longues, complexes, et qu'on peut difficilement démultiplier autant qu'on le voudrait, parce que nos ressources juridiques sont limitées, nos ressources IT sont limitées, et qu'on est en plus dans une phase exploratoire. Donc on est confronté à des solutions qui peut-être disparaîtront dans un an, à des solutions qui ont un reach limité qui, à ce stade, parfois sont relativement déceptives, en tout cas sur des indicateurs business. Mais je voulais revenir quand même sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Enfin, Isabelle le mentionnait, 75% des internautes sont disposés à garder un web qui est financé par la publicité. Formidable. Par ailleurs, Ronan, tu le disais, moi je pense que la donne a quand même légèrement changé, ou même beaucoup changé, dans le sens où les internautes sont par ailleurs quand même très conscients aujourd'hui et de plus en plus éduqués sur les dépendances data privacy, sur ce qui est fait de leurs données. Et je pense que, tu disais tout à l'heure, on va permettre aux internautes de reprendre la main sur leurs données. Moi, je pense que ça, c'est une première étape vers quelque chose qui est, à mon avis, beaucoup plus important pour le marketing de demain, qui est de rentrer dans une logique de réciprocité entre je permets à un annonceur de venir me cibler, de venir m'adresser une communication personnalisée, mais en contrepartie, j'attends de la transparence et j'attends des pratiques qui soient respectueuses de ma vie privée. Paul, vous vouliez rebondir sur ce que disait Xavier? Ouais, je voulais juste préciser, il n'y a pas besoin de clean room pour utiliser l'identifiant publicitaire. Les clean rooms, c'est une solution technologique extrêmement intéressante, extrêmement séduisante, notamment sur les sujets de mesure. Néanmoins, on n'a pas besoin pour utiliser un identifiant publicitaire. Je pense qu'on a aussi besoin de sur le volet activation. Sur Après, le sur le volet activation. mesure, Sur le volet mesure non plus. C'est pas une ça reste un coffre en fait qui garantit un environnement sécurisé. Je veux juste intervenir là-dessus. On a besoin de simplicité aussi, je pense, sur ces sujets-là. On a tendance à toujours mettre de la complexité en tant qu'expert ou spécialiste ou agence ou techno en particulier. Donc il y a un vrai sujet de simplicité. C'est pas la peine de mélanger les sujets de clean room avec les sujets d'identifiant publicitaire, à mon sens. Okay. Le sujet d'identifiant publicitaire en propre, il doit pouvoir répondre au sujet de la valorisation de l'inventaire finalement.
Ok. Une petite question pour vous, Antoine, du coup, sur ce sujet dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'enjeu de réussir à loguer quand on est un média gratuit. C'est un des chantiers un peu structurants aujourd'hui chez Webedia. Oui, tout à fait. D'abord, je tiens à repréciser qu'en tant qu'éditeur et régie, on n'est pas amené à faire un choix, à avoir une posture sur le choix d'un ID ou d'une solution d'identifiant. On a pour objectif de rendre nos inventaires interopérables, voilà, et le plus largement ciblables par l'ensemble de l'écosystème. Donc on avance sur de nouvelles formes d'ID et en testant, voilà, en intégrant tous les ID le plus possible du marché. Et en parallèle, on va avoir un plan d'action assez fort pour rendre nos audiences le plus loguées possible. Tout ça, voilà, intégrant le graphe de notre DMP. Et on pense que finalement, la somme de toutes ces initiatives nous permettra d'être le plus pertinent possible. Donc comment est-ce qu'on va... Pardon. Non, mais c'est ça ma question. C'est quoi les pistes les plus prometteuses justement pour inciter l'utilisateur à se loguer? Oui, aujourd'hui, on imagine nos stratégies de log sous 3 axes. C'est-à-dire le premier, c'est le serviciel. En termes de promesses, le serviciel, c'est comment est-ce qu'on propose une valeur ajoutée à l'expérience de nos internautes sur nos sites. Voilà. Alors la valeur ajoutée, elle se place sur ce qui va être de l'ordre de la personnalisation du contenu, du fait de pouvoir contribuer au contenu. On pense à un site comme Allociné qui a déjà quand même une base loguée assez importante, que vous connaissez peut-être, pour mettre en favori ses salles, pour avoir donc un parcours qui soit raccourci, qui soit plus personnalisé, avec désormais aussi une personnalisation avec des notes, des recommandations individualisées. Vous pouvez faire le test en ouvrant votre compte sur Allociné. On va vous donner, une fois que vous avez donné des notes sur une trentaine de films et séries, l'algorithme vous suggère des films et séries avec des notes personnalisées. Ça fonctionne très très bien et c'est un des vecteurs aujourd'hui les plus importants pour ouvrir des comptes sur l'application et le site Allociné que d'inciter et de montrer que ces nouvelles dynamiques personnalisées existent. Et ça, on peut le proposer sur Allociné, effectivement, ça paraît hyper intuitif. Sur l'ensemble de votre site, vous avez identifié des schémas de personnalisation intéressants. C'est vrai qu'un site d'info, par exemple, je crois un site d'actu, personnalisation, on peut se dire, bon, éventuellement peut-être sur les alertes, mais ça... Non, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a des choses assez simples que des acteurs comme nous n'avons toujours pas implémentées, puisque, encore une fois, ce n'était pas forcément la priorité, mais sur un site de news plus simple, qui est moins basé sur une base de données, comme c'est le cas d'Allociné ou d'un jeuxvideo.com, le système d'alerting marche aussi très bien. C'est-à-dire qu'on a quand même des pools de communautés qui sont fans de telle ou telle personnalité, et qu'il est assez facile d'amener à onboarder dans des logiques de log, par le suivi en CRM notamment, en push de telle ou telle thématique. Donc ça, c'est le serviciel. La deuxième brique, c'est ce qu'on va appeler le reward. Donc on est en train d'intégrer un certain nombre de dynamiques, de couponing, de cashback quand ça s'y prête, donc notamment sur un site plus orienté conso comme 750 grammes, qui est un de nos sites de cuisine, où là on va avoir toute une dynamique de bons plans, voilà, de sampling, de couponing, de reward, qui va être proposé aux communautés et qui aura aussi évidemment une résonance côté offre pour les annonceurs qui pourront ça vient de la marque qui partage des bons plans, du coup. Absolument. Ouais. Est-ce que du coup elle récupère une partie, elle est associée à la donnée qui est récupérée via ce bon plan, ou c'est que pour la donnée Webedia ? Un certain nombre de ces données seront via les partenaires qui vont nous aider à faire ce type de briques réactivables après sur l'open web. C'est intéressant pour et les donc ce les sont marques. des données évidemment qui seront des données d'ordre transactionnel. Puisque quand on est dans une logique de couponing ou de cashback, on a évidemment end-to-end le choix de l'offre et puis l'éventuelle transaction derrière qu'on va pouvoir suivre. Voilà. Et la dernière brique, c'est la gamification, qui sont des choses qui existent aussi déjà depuis quelques temps, qu'on n'avait pas forcément activé chez nous, mais qui sont aussi des vecteurs d'engagement. Sur nos sites, on a lancé récemment sur jeuxvideo.com ce qu'on a appelé le JV Fan Contest, donc un système de génération de NFT pour les internautes les plus engagés sur le site, soit en termes de notation, soit en termes de lecture, soit en termes de commentaires, et donc avec à la clé un certain nombre de NFT. Donc c'était un peu geek, très adapté, je dirais, à la cible de visite du site, et ce genre d'initiative qu'on va essayer de décliner sur l'ensemble de nos communautés et de nos thématiques. On m'a déjà parlé effectivement du NFT comme une alternative à l'ID publicitaire. Peut-être une table ronde pour l'année prochaine, mais c'est vrai qu'on l'a déjà parlé. Il ne nous reste plus que 2 minutes. Peut-être Benoît,
Le mot de la fin pour vous, si on devait se reparler d'ici 6 mois, qu'est-ce qu'on peut espérer qui ait été entrepris pour le marché pour se mettre dans une trajectoire qui nous permettra d'être serein à l'horizon 2024 où les cookies tiers auront complètement disparu de Chrome si Google ne repousse pas à nouveau l'échéance? Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'annonceurs dans la salle, hein, donc c'est important de préciser quelque chose. Si les éditeurs s'intéressent aujourd'hui autant aux ID publicitaires, ce n'est pas pour vous vendre leurs données. C'est pour que vous puissiez activer votre donnée first party dans un contexte tiers. Donc si vous ne vous intéressez pas à ces mêmes identifiants, par exemple, si vous ne vous intéressez pas au clean room, si vous ne vous intéressez pas au key value server et à ce fameux seller defined audience, vous allez louper quelque chose. C'est très important que vous puissiez aujourd'hui adhérer à ces initiatives. Je pense que vous avez compris qu'il y a une énorme problématique de fond, qui est qu'on veut aujourd'hui, on parle de la disparition du cookie tiers parce qu'il y a eu des potentiels abus. Cette identification massive a provoqué ce qu'on a appelé des potentiels data leakage. Si on reproduit ça avec l'identifiant, eh bien, il y aura à nouveau le même problème. Et ce serait dommage, ce qui provoque potentiellement la multiplicité des fenêtres de consentement à prévoir et à la clé un drop massif des taux de consentement. Parce que si effectivement en tant qu'utilisateur on doit donner un consentement pour chaque ID publicitaire qui sera utilisé sur un site, ça ne vaut pas le coup. Donc je pense qu'il y a eu le terme interopérabilité qui a été employé plusieurs fois et à juste titre. Je pense qu'il faut garder en tête que au cœur de toutes ces mécaniques, il y a la centralisation de la transparence et de la méthodologie de consentement. Et en ça, l'Alliance digitale et l'IAB au niveau européen proposent pour le marché local le TCF, le fameux Transparency Consent Framework. Je pense qu'il est important que les annonceurs puissent aussi se projeter dans l'utilisation de ce framework-là et prépare l'Accountability Platform. L'Accountability Platform est initiée par le Tech Lab et aujourd'hui l'Alliance digitale commence à porter le sujet auprès de l'autorité de contrôle. L'Accountability Platform, c'est ce qui permettra de vérifier dans toute la chaîne programmatique que le choix fait par l'utilisateur est respecté. Que ce soit un choix en matière d'utilisation d'identifiants ou que ce soit un choix en matière d'utilisation de données personnelles. Et c'est cette Accountability Platform qui permettra de démontrer le respect dont on parle tous par l'ensemble de la chaîne, du début jusqu'à la fin, du choix de l'utilisateur. Et ce qui nous permettra de rendre pérenne l'utilisation de ces identifiants. On n'est pas capable à le faire à date de s'assurer que son choix a été respecté? Aujourd'hui, il n'y a aucune méthode collégiale et standardisée qui permet de le faire sur l'ensemble de la chaîne. Il peut y avoir des initiatives locales portées par un ou plusieurs acteurs ensemble, mais rien qui couvre l'ensemble de la chaîne. Merci beaucoup Benoît, merci aux intervenants qui ont pris le temps de nous expliquer tout ça. Merci beaucoup, merci Benoît pour cette conclusion. Merci messieurs d'avoir été là ce matin et merci Nicolas d'avoir orchestré ces débats avec brio.